Il y a quand même 3 ou 4 chiffres que j'ai retenus et qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars. Et alors? Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes. Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres. Comment fixe-t-on une valeur aux choses? Pierre Bourdieu, éminent sociologue du siècle dernier, distingue 4 types de capitaux: le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Pour la suite de ce cours, nous allons développer chacun de ces capitaux point par point. Le capital économique, basiquement, c'est tout ce que la CAF peut vous demander. Vos revenus, votre patrimoine immobilier ou mobilier, bref, tout ce qui peut s'intégrer au grand marché, ce qu'on peut marchander, monnayer. Le capital économique peut donc se quantifier et la valeur plus ou moins universelle qui sert de référence est l'argent. Évidemment, même l'argent a des fluctuations. La valeur du livre sterling n'est pas la même que celle du yen ou du dollar, etc. Je confesse ne pas m'y connaître en détail, mais il me semble que ce qui indexe le mieux cette valeur marchande reste encore aujourd'hui le cours de l'or. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Rappelons ce que veut dire économique. Étymologiquement, ce mot nous vient du grec éco et nomos, foyer et loi. L'économie, c'est donc ce qui légifère sur l'organisation du foyer, et par foyer, il faut entendre tout ce qui est habitable. Nous habitons des maisons, des chambres, des appartements, nous empruntons des rues, nous nous rendons dans des lieux publics, tout ça c'est de l'économie. Cela se rapporte à une activité économique et aux capitalisations de chacun. D'ailleurs, tous les lieux ne sont pas accessibles pour tout le monde. Même au sein d'un seul foyer, par exemple, tout le monde n'a pas accès aux mêmes pièces ni aux mêmes objets. Dans une famille, certaines personnes n'ont pas le droit de se rendre dans telle ou telle pièce, ou encore, s'il n'y a qu'un ordinateur, par exemple, il arrive qu'on doive parfois se battre pour pouvoir s'en servir. Plutôt que de savoir ce que nous pouvons faire de notre capital économique, la question du jour sera: qu'est-ce que notre capital économique fait-il de nous ? Nous ne venons pas au monde les mains vides. Tout à l'heure, nous avons employé l'expression de patrimoine. Un capital, c'est toujours potentiellement un héritage. Ce n'est pas un simple avoir, c'est une accumulation de biens. Et surtout, cela permet de situer à la fois une valeur aux choses, mais aussi une valeur aux agents économiques. Nous grandissons et nous évoluons dans divers foyers, divers endroits habitables ou empruntables. Cela peut être bien sûr notre chambre, la maison des parents, celle des grands-parents, la garderie, l'école, les magasins, les aires de jeu, tout ça, c'est en fonction du capital économique dont nous disposons à la naissance, autrement dit notre héritage. Parfois, la distribution de ce capital économique nous semble injuste, déséquilibrée. La répartition des biens n'est pas toujours à notre avantage. On peut se demander comment ça se fait que notre voisin ait une plus grande maison que nous. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Bah d'abord, il est très beau gosse, ça aide. D'accord? Alors se pose la question d'accroître notre capital de départ. Pour cela, nous disposons d'un outil remarquable, ce que Marx appelle notre force de travail, c'est-à-dire ce que nous échangeons contre un salaire. Cette force de travail permet de produire de la valeur. Par exemple, quand je réalise cette vidéo de cours, je me sers de tous les savoirs que j'ai à disposition, savoirs théoriques et techniques, pour produire un objet inédit qui va se retrouver en circulation dans le vaste monde économique. En ce sens, j'ai produit de la valeur et grâce à cette production, je peux exiger un salaire. Alors se pose la question suivante: s'il y a des salariés, il y a également des patrons ou des employeurs, ce qui revient au même, c'est-à-dire les personnes ou organismes qui distribuent le salaire en échange de ma force de travail. Ainsi, en échangeant ma force de travail contre un salaire, je peux espérer accroître mon capital économique. Cependant, une première réalité nous frappe. Si les employeurs peuvent acheter ma force de travail, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes un capital supérieur au mien. Autrement dit, il y a un déséquilibre dans la balance du capital et du patrimoine. Se pose la question suivante: puis-je vraiment espérer accroître mon capital dans cette situation? Tu crois que le mec est payé? Quel mec? Celui qui a inventé ça? Ouais, il ramasse, il est riche. Pourquoi? Tu crois qu'il a un pourcentage?
Que ce soit logique. S'il te plaît, réfléchis, le mec qui a inventé ces beignets, c'est qu'un pauvre naze qui voit jamais le jour au fond de sa cuisine. Tout ce qu'il gagne, c'est le droit d'enrichir le vrai boss. Ça va pas, c'est pas juste. On s'en fout. C'est pas une question de justice, mais d'argent. D'après Marx, si je marchande avec le patron, je me retrouverai toujours en situation d'infériorité, parce que, comme le patron a de base un capital supérieur au mien, il pourra toujours avoir le dernier mot. De ce fait, le patronat dispose de ce que Marx appelle une armée de réserve, c'est-à-dire les chômeurs. Si je décide de vendre ma force de travail contre un salaire que le patron juge trop élevé, il peut aisément me remplacer. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. De plus, comme le patron décide du salaire, il peut décider de payer pour un travail tout en ignorant les autres. Par exemple, le travail domestique n'est pas reconnu comme un travail qui mérite salaire. Négocier un salaire est une grande prise de risque. Par exemple, si vous travaillez pour avoir le bac, votre salaire sera un diplôme, éventuellement une mention qui fera bien sur votre dossier. Vous ne serez pas payé avec de l'argent. Autre exemple, vous jouez de la musique, vous donnez un concert, mais comme tout salaire, on vous offre de la visibilité, pas d'argent. Dernier exemple, vous faites un stage professionnel et comme tout salaire, vous aurez de l'expérience, toujours pas d'argent. Et dans cette balance déséquilibrée, c'est toujours le patron qui fixe la valeur des choses. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, On achète pour $1 et on revend pour 2. C'est la logique capitaliste si on veut accroître notre capital économique. Elle implique donc, à un moment, si ce n'est de tricher, au moins de jouer avec la valeur des choses. Et cette valeur dépend de l'offre, de la demande, de la rareté, mais elle demande toujours d'effectuer des prises de risques et elle mène à une grande insécurité vis-à-vis de ce qu'on peut investir comme force de travail et espérer comme salaire. Dans les conditions économiques actuelles, le patronat pourra toujours marchander plus avec les travailleurs et les travailleuses pour leur faire brader leur force de travail. Une fois n'est pas coutume, nous terminerons ce cours par une citation d'Olivier Volovitch. « Mais je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance et je comprends pas pourquoi il me reste cud, il me reste rien à la fin du mois. » Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre au milieu des esclaves.